Le journal de l'information. La CEDEAO souffle ses 50 bougies dans un climat d'incertitude marqué par le retrait du Mali, du Burkina et du Niger. L'unité régionale à l'épreuve. Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye lance le dialogue national sur le système politique, un appel à la refondation démocratique dans un climat apaisé. Libye, le Premier ministre Abdelhamid Dibbaré affirme son engagement pour des élections directes, refusant toute nouvelle transition politique. Namibie, la présidente Netumbo Nandi Ndaitwah évoque le génocide des Waherero et Nama et ravive le devoir de mémoire nationale. Élection de l'Algérie au comité exécutif de l'Union internationale du gaz, une reconnaissance mondiale de son expertise énergétique. Africains, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal d'Ifriqiya FM en ce jeudi 29 mai. Assez content la CEDEAO face à l'éclatement régional entre rêve d'intégration et velléité souveraine. Le retrait de 3 pays sahéliens fragilise une organisation en quête de cohésion. Quel avenir pour l'unité ouest-africaine? La CEDEAO a célébré hier son 50e anniversaire dans un climat d'incertitude créé en 1975 pour promouvoir l'intégration économique et politique de l'Afrique de l'Ouest. L'organisation est confrontée à des défis majeur, le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont formé l'alliance des États du Sahel remet en question sa cohésion. Ces départs soulignent les tensions croissantes entre aspirations souverainistes et objectifs d'unité régionale. Abdelmalek Belhouchat. Mi-siècle d'existence mais un avenir difficile, la CEDEAO, fondée en 1975 pour favoriser l'intégration régionale, célèbre ses 50 ans aujourd'hui dans un climat incertain. Le retrait officiel du Mali, du Burkina Faso et du Niger en janvier 2025 a fragilisé l'organisation pour réduire ses membres de 15 à 12. Ces 3 pays ont formé l'Alliance des États du Sahel, l'AES, pour marquer une rupture significative avec la CEDEAO. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Omar Ali Touré, a appelé à l'unité et à une vision commune pour surmonter ces défis. Cependant, les tensions persistent, notamment en raison des sanctions imposées par l'organisation sous-régionale après les coups d'État dans ces pays. Les analystes s'inquiètent des conséquences de ces départs sur la stabilité régionale et la lutte contre l'insécurité. La CEDEAO doit désormais repenser son rôle et ses stratégies pour rester pertinente dans un paysage politique en mutation. La célébration de son cinquantenaire est ainsi assombrie par des incertitudes quant à son avenir et sa capacité à maintenir l'unité en Afrique de l'Ouest. Sénégal, à présent, l'actualité politique est marquée par une initiative saluée à travers le continent. Le président Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé les travaux du dialogue national sur le système politique mercredi. Dans son allocution, le chef de l'État a insisté sur la portée historique de cette initiative tenue en période de paix. Il a insisté, ou plutôt il a ainsi appelé à un sursaut collectif dans cette étape majeure dans la refondation démocratique du Sénégal. Ces propos sont recueillis par notre correspondant à Dakar, Abdelaziz Key. Ce dialogue en temps de paix nous enracine davantage dans la tradition continue de concertation et de préservation d'une paix sociale qu'il nous incombe de construire en permanence. Ma conviction profonde est qu'au-delà des acteurs politiques, lorsqu'il s'agit de se projeter dans le temps long des réformes qui façonnent notre système politique, toute la société a voix au chapitre. Mon rôle en tant que garant de l'unité nationale est de tendre la main à toutes et à tous pour rassurer, pour rassembler, pour apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix et la stabilité indispensables au développement économique de notre pays. Cette première journée du dialogue national qui s'étale sur 4 jours a vu la présence remarquée de l'opposition la plus influente au Sénégal, signe du crédit que revêt cet événement. Se félicite Mamagor Ngom, directeur général du bureau d'information et de communication du gouvernement du Sénégal. Il répond à une question. L'opposition a été fortement représentée. Qu'il s'agisse de celui qui est arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle, qui était le candidat de la mouvance présidentielle de l'époque Amadouba, il était présent. Aussi Khalifa Sall, qui était l'ex-maire de Dakar, a été présent. Même si l'Alliance pour la République, l'APR du président Macky Sall, a décliné l'invitation du président de la République, il y a beaucoup de leaders politiques de l'APR qui étaient présents. On peut dire que, même s'il y a des opposants qui ont boycotté, mais pour la majorité des pans importants de l'opposition ont été présents.
Et je pense que ça donne encore beaucoup plus de crédibilité à ce dialogue. Un dialogue qui se déroule dans un contexte assez particulier, parce que comme l'a souligné le président de la République, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crise politique, mais lui, il a pris la pleine mesure de la situation et a voulu anticiper sur d'éventuelles crises. Et pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le dialogue doit être toujours une réalité et qu'on doit dialoguer, même en temps de paix, comme ça se passe aujourd'hui, pour éventuellement éviter certaines crises. On reste au Sénégal, où l'ambassadeur de l'entité sioniste a été chassé de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar par des étudiants solidaires de la cause palestinienne et en colère contre l'agression sioniste génocidaire contre la bande de Raza, en cours depuis le 7 octobre 2023. Cet incident intervient alors que des comités d'étudiants sénégalais s'apprêtent à organiser un rassemblement pacifique en soutien à la Palestine le 3 juin prochain. Dans le dossier libyen, le chef du gouvernement d'unité nationale Abdelhamid Bibar a affirmé cette semaine à Tripoli son engagement en faveur de l'organisation d'élections directes, écartant toute autre possibilité de passer par une autre phase de transition. Biba estime que la seule voie légitime pour sortir de l'impasse politique actuelle réside dans le retour à la souveraineté populaire. L'annonce du chef du gouvernement, estiment les observateurs, est une réponse à une sortie médiatique d'Aguila Salah, président de la Chambre des représentants de l'Est, au cours de laquelle il a réclamé la formation d'un nouveau gouvernement national unifié. Fouzi Merred. Course pour le pouvoir s'intensifie en Libye. Après plusieurs nuits d'affrontements armés à Tripoli, où la crainte d'un embrasement général a régné, les responsables politiques des deux camps rivaux, ceux de l'Ouest et de l'Est, tentent chacun de leur côté de regagner les faveurs de l'opinion en proposant notamment de nouveaux plans de sortie de crise. Essam Sbira, analyste politique libyen. Nous voyons donc émerger deux projets. Celui de la formation d'un nouveau gouvernement de transition qui sera unifié, reflétant l'héritage libyen et qui orienterait le pays vers des élections. Ce gouvernement serait clairement opposé à ce que ce soit le gouvernement actuel qui supervise ces élections. Quant à Abdelhamid Beiba, il insiste pour que ce soit son gouvernement qui conduise les élections. Cependant, son gouvernement fait face à une opposition sur le terrain, une opposition qui commence à se faire entendre. Cela a poussé la Chambre des représentants à tirer parti de la situation en présentant de nouveaux candidats issus de toutes les régions de la Libye, dans le but de créer ce nouveau gouvernement. Les divisions dans l'ex-Jamahiriya ne cessent de s'accentuer, faisant craindre le pire. La Libye est un pays fragmenté. La MANUL estime que toute solution unilatérale n'a pas de réelle valeur. Pour l'ONU, l'organisation d'élections contraint toutes les parties au dialogue et à l'entente. Essam Sbira. Selon l'envoyée onusienne, la légitimité du gouvernement de Beiba était censée durer 1 an. Or, elle est maintenant prolongée depuis 4 ans. Je pense que la tendance actuelle s'oriente vers la formation d'un nouveau gouvernement unifié sous l'égide des Nations Unies et non pas sous celle de la Chambre des représentants, laquelle semble manipuler l'accord politique à sa guise et ne tient plus compte du Haut Conseil d'État. Ce dialogue et cette réconciliation que tous les Libyens attendent avec impatience depuis de longues années tardent cependant à s'enclencher. L'opinion accuse les acteurs politiques des deux camps de sacrifier les intérêts suprêmes de la Libye sur l'autel de leurs intérêts personnels, la raison pour laquelle le pays se trouve toujours enlisé dans une impasse politique intégrale. Passons à un tout autre registre. Maintenant, il s'agit de l'histoire. En Namibie, la mémoire d'un passé colonial douloureux reste vive. La nouvelle présidente du pays, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a évoqué cette semaine l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire nationale, le génocide des peuples Owareru et Nama, perpétré par les troupes coloniales allemandes au début du XXe siècle. Elle a rappelé combien cette tragédie a marqué durablement ces deux communautés, parlant d'une période dévastatrice et traumatisante pour leurs descendants. On écoute la présidente namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Il nous faudra des années pour nous en remettre. Ces centaines d'actes, bien sûr, font maintenant partie de notre histoire collective de résistance et de résilience dans notre marche vers la liberté. La Namibie est aujourd'hui libre, en paix, et vous vous concentrez maintenant sur la construction d'un pays dans lequel chaque citoyen peut réaliser son potentiel. Cependant, nous n'oublierons jamais les cicatrices émotionnelles, psychologiques, économiques et culturelles qui demeurent dans les communautés touchées. Dans cette optique, notre présence à cette occasion marque un pas décisif dans la gestion du passé en nous souvenant collectivement et en partageant la douleur des communautés Owareru et Nama directement touchées. Il ne fait aucun doute que ces deux communautés ont traversé la période la plus dévastatrice et la plus traumatisante de leur vie au cours de cet effrayant chapitre de notre histoire qu'est le génocide.
Et on passe à l'économie avec une annonce porteuse d'espoir venue d'Abidjan. Des experts de la Banque africaine de développement annoncent que l'Afrique dispose de ressources intérieures pouvant lui permettre de mobiliser 1430 milliards de dollars par an pour accélérer sa croissance et construire des économies plus résilientes. Et ce dans un rapport portant sur les performances et les perspectives macroéconomiques de l'Afrique présenté à l'occasion des assemblées annuelles de la BAD organisées du 26 au 30 mai courant. Et on reste avec les bonnes nouvelles, direction Pékin pour une belle avancée diplomatique dans le secteur de l'énergie. L'Algérie vient d'être élue au comité exécutif de l'Union internationale du gaz pour la période 2025-2028. Lors de la 29e conférence mondiale du gaz, elle y sera représentée par le Dr Djilali Ben Mohamed de Sonatrach, une reconnaissance qui confirme l'expertise de l'Algérie à travers l'AIG dans le domaine gazier et renforce sa place dans les grandes décisions énergétiques mondiales, notamment pour la région euro-méditerranéenne. Direction à présent le Nigeria, où National Agency for Food and Drug Administration and Control a découvert une usine de faux médicaments dans l'état de Delta. Précision de Nazif Mourtada, notre correspondant à Abuja, la capitale nigériane. Cette opération a été révélée par Martins Iluyomade, directeur régional de la NAFDAC, l'Agence nationale pour l'administration et le contrôle des aliments et des médicaments au Nigeria pour le Sud-Est. Lors d'un point de presse à Asaba, il a exprimé sa profonde inquiétude face au danger que représentent ces drogues illicites, réaffirmant l'engagement de l'agence à saisir les bâtiments utilisés à des fins criminelles et à protéger la santé publique. Le principal suspect, actuellement en fuite, serait un trafiquant notoire lié au marché de la drogue d'Ogbo-Ogu à Onitsha. Leur méthode consistait à réétiqueter des produits pharmaceutiques périmés, certains datant de plus de 7 ans. Lors d'une descente dans les lieux, la NAFDAC a saisi un stock considérable de médicaments frélatés, notamment du phosphate de chloroquine, de la pétazine, de la gentamicine et d'autres injectables. La NAFDAC assure qu'elle renforcera ses efforts pour démanteler ce réseau criminel et traduire les coupables en justice. Abuja, Nazif Mourtada, Ifriqiya FM. Et l'actualité se poursuit toujours, mais cette fois-ci en bref, et c'est à vous, Mohamed Aziz Touahar. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Le gouvernement égyptien a dévoilé la création de 12 nouvelles universités nationales, portant le total à 32 établissements. Cette initiative vise à renforcer l'accès à l'enseignement supérieur et à soutenir le développement régional du pays. L'Afrique du Sud a proposé d'acheter du gaz aux États-Unis en échange d'exemptions de droits de douane sur certains produits, notamment les véhicules, l'acier et l'aluminium. Cette initiative vise à renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Le Mozambique a entamé des démarches pour récupérer environ 800 œuvres d'art et objets patrimoniaux pillés durant la colonisation. La ministre de la Culture souligne l'importance de cette restitution pour préserver l'identité culturelle du pays. Et avant de refermer ce journal, une escale culturelle en Tanzanie, le Festival international du film de Zanzibar, ZIF, se prépare pour sa prochaine édition en juillet. Bien que ce festival ait lieu plus tard, des projections préliminaires et des ateliers sont organisés dès la fin mai, mettant en avant le cinéma africain et international dans un cadre insulaire unique. Et maintenant, place au grand rendez-vous culturel, et c'est à vous, Sian Bourazi. Africulture, l'agenda culturel. Direction Johannesburg pour la foire d'art R&B Latitude qui se déroule du 23 au 25 mai. Bien que l'événement ait débuté plus tôt, les expositions restent accessibles au public jusqu'au 29 mai. Installée dans les magnifiques jardins de Cape Town, cette foire met en lumière l'art contemporain africain à travers des expositions, des performances et des discussions avec des artistes du continent. À Djouba, le festival culturel Pojoulou célèbre l'héritage du peuple Pojoulou au programme chant, danse, contes et expositions artisanales qui mettent en valeur la richesse culturelle de cette communauté nilotique. Un moment fort pour promouvoir la paix et l'unité nationale à travers la culture. Et enfin à Niamey, le festival Rire continue jusqu'au 31 mai. Ce festival d'humour et de comédie met en avant des artistes africains dans des spectacles visant à promouvoir le vivre ensemble.
Et on termine, chers auditeurs, avec la page sportive. Pression maximale sur le Kenya alors que le compte à rebours se poursuit pour l'accueil du Tchad 2025. La Confédération africaine de football a mis en garde, en effet, le Kenya contre le retard dans sa préparation de ses installations pour le championnat d'Afrique des Nations août prochain. Le secrétaire général Véron Musungu Omba confirmait lors d'une visite officielle que le Kenya avait fait des progrès significatifs dans les travaux de construction, mais que tout retard affecterait l'organisation par le pays de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Voilà ce qui referme les pages de notre journal. Un grand merci à Hakim Abn Masbah, à Karim Gouba et à Ahlam Salama. Merci à vous également pour bien vous avoir suivis. Restez branchés, restez à l'écoute. On se retrouve dans moins d'une heure pour le round-up de l'information.